Au départ, l'accro, c'est le delta de la Durance. Elle a charrié pendant des millions d'années des galets sur une surface de 60 000 hectares, jusqu'à 50 mètres de profondeur à certains endroits. Le cours de la Durance a été dévié par des mouvements tectoniques et son delta s'est asséché. Et on a commencé du coup à voir naître cette steppe qui a toujours été un milieu ouvert. C'est une steppe très aride, une steppe qui faisait 40 000 hectares avant. Vraiment, on ne pouvait y faire que du pastoralisme. En 1559, il y a un ingénieur de Salon qui construit un canal qui dérive les eaux de la Durance à partir du secteur de Malmort et qui amène les eaux de la Durance en gros. D'abord vers Salon, puis il y a des extensions vers Istres, une extension vers Arles. Et donc petit à petit, à partir du moment où on a pu avoir de l'eau, les gens ont commencé à irriguer et puis donc faire des cultures. Et aujourd'hui faire une culture qui est vraiment prédominante en croc, qui est très importante, qui est le foin de croc. À l'accro, avant, c'était que du coussou, que de la steppe. Aujourd'hui, c'est moitié steppe, moitié prairie de fauche. En irriguant par gravité la culture du foin, on a alimenté un réservoir qui était aquifère. Et cet aquifère-là s'est chargé en eau. Mais il y a deux grands étangs, l'étang d'Entresaint et l'étang des Aulnes, qui sont des résurgences ou des affleurements plutôt de la nappe phréatique de l'accro. Et donc on voit là, on touche du doigt ce que c'est que cette nappe phréatique qui est généralement invisible et est devenue une ressource importante, exploitable facilement et donc a permis l'installation des hommes et de leurs activités depuis à peu près le début du XXe siècle. Ça a complètement bouleversé le territoire parce qu'on avait une grande steppe et puis petit à petit, l'homme a irrigué cette steppe. Et donc à l'échelle du territoire, on a aussi une biodiversité qui est liée à cette diversité du paysage. On en parle souvent comme une zone aride et une steppe sèche unique en Europe. C'est aussi une terre de zone humide. Et du coup, le paysage s'est diversifié, s'est enrichi. Et donc, ça a aussi enrichi la faune. On a un petit bout de canal qui est pas loin d'ici, dans lequel on trouve 50 espèces de libellules, ce qu'on trouve nulle part ailleurs en Europe. Ces prairies irriguées et cette steppe semi-aride, finalement, se complètent pour pas mal d'espèces. Et ça enrichit le milieu avec des chauves-souris, avec d'autres espèces d'oiseaux, avec d'autres espèces d'insectes. Il y a plusieurs compartiments de la biodiversité qui sont vraiment intéressants et qui ont valu la protection de ce milieu. Le premier compartiment, c'est l'habitat en lui-même, c'est la végétation, ce qu'on appelle le coussou, qui est une pelouse sèche méditerranéenne avec une composition très particulière et vraiment unique à l'accro. On peut avoir jusqu'à 70 espèces par mètre carré dans cette pelouse. Donc c'est vraiment un milieu extrêmement riche. C'est lié à la géologie, c'est lié à la pédologie et puis c'est lié aussi au pastoralisme. Du fait qu'on est sur en fait la dernière steppe, vraie steppe d'Europe occidentale, on est sur un milieu qui ressemble plus à ce qu'on va trouver dans le sud de l'Espagne, au Maghreb, au Moyen-Orient, avec un oiseau vraiment particulier qui s'appelle le gangakata, qui est un oiseau typique du Maghreb et du Moyen-Orient, qui est c'est le seul endroit en France où niche cet oiseau. On a d'autres oiseaux comme l'alouette calandre qu'on trouve en Espagne, qu'on trouve au Maghreb, le dicnème criard de la même manière. L'accro, c'est vraiment le bastion du lézard ocellé en France. Et puis, on a deux insectes endémiques, dont un criquet qu'on ne trouve vraiment qu'en croc, sur lequel on travaille beaucoup parce qu'il est vraiment au bord de l'extinction. C'est une espèce qui a une biologie un peu compliquée. Une espèce bien connue des milieux steppiques, qui a une aire de répartition assez grande, c'est l'outarde canepetière. Le système de reproduction chez l'outarde fait que les mâles, par leur comportement de parade, attirent des femelles. Et pour être visibles pour ces femelles, ils recherchent un habitat très ouvert.
avec très peu de végétation, même herbacée. Alors que les femelles, pour aller pondre, elles ont besoin de se cacher justement dans cet habitat très ouvert. Elles vont rechercher des endroits, des sites avec une végétation un peu plus touffue, un peu plus haute. Donc c'est une espèce qui est moins soumise aux aléas du coussou, mais par contre qui peut souffrir aussi de tout le changement d'usage des sols, des milieux agricoles. Et donc c'est pas impossible que si cet usage continue de changer, il y ait un impact sur la population d'outarde et que dans quelques années, on voit les conséquences de ce changement et qu'on observe de nouveau une chute de la population. L'Accro, ce qui est particulier aussi, c'est que comme c'est un espace qui est très grand, très plat, très peu peuplé, on y a mis un petit peu tout ce qu'on ne voulait pas mettre près des villes. Et donc on a plusieurs dépôts de munitions, on a une usine de dynamite, on a une des plus grandes bases aériennes d'Europe avec la base d'Istres, on a plusieurs aérodromes. Et on a eu pendant plus de 100 ans la décharge de Marseille. Depuis les années 70, il y a le port de Marseille qui est vraiment dans le sud de l'Accro, donc développement d'infrastructures, d'usines, de lieux de stockage, et puis aussi de développement urbain. Donc on a aussi ces changements-là qui sont à l'œuvre avec aujourd'hui un territoire qui est traversé par une autoroute, deux nationales, une voie ferrée. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ça a aussi beaucoup changé. C'est un territoire qui a souvent été très négligé dans les années antérieures parce que c'était considéré comme une terre de cailloux. Et la seule richesse qui était reconnue, c'était le foin de Crau, qu'on appelait l'or vert de l'Accro, qui effectivement, au point de vue agricole, est quelque chose de prévalent parce que ça impacte absolument tous les paysages. Ça, plus l'élevage ovin, qui a aussi énormément d'importance dans la mesure où le foin de Crau est aussi un des aliments des ovins. Les Romains ont développé l'élevage des moutons en gros pour la laine en particulier, et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui puisqu'on a encore 160 élevages ovins en gros. Sur toute la plaine, il y a à peu près 120 000 brebis. On est sur le plus gros bassin d'élevage du sud de la France. La chance qu'on a, c'est vraiment d'être en Crau. L'Accro, c'est, je crois, 17 000 hectares. Il doit y avoir une quarantaine d'éleveurs qui utilisent l'Accro. Pas tout le monde a des surfaces en Crau. Mais c'est très fragile, l'Accro. C'est très fragile parce que c'est une faune, une flore, un écosystème qui est vraiment très fragile. C'est pour ça que c'est d'ailleurs classé en réserve. Pourquoi? Parce que c'est fragile avec le port autonome qui ne cesse de s'agrandir. C'est fragile parce que il y a autour d'autres utilisateurs de l'Accro, mis à part des bergers. Il y a de l'arboriculture aussi. Il y a la piste aérienne d'Istres. Et puis depuis quelques années, il y a aussi un gros problème, c'est les ravers. Mais on a pu le voir l'été dernier avec des raves de 20 000 personnes. Et ça détruit totalement un écosystème. Le problème de ce milieu, qui est vraiment un milieu naturel très riche, avec une biodiversité vraiment importante et particulière, malheureusement, il n'est pas si bien situé que ça, parce que on est aux portes de Marseille, on est sur un territoire qui est en plein développement, on a le port de la zone industrielle au portuaire de Fos, qui est juste au sud de la plaine. Donc qui fait, voilà, de manière évidente, il y a beaucoup de marchandises, de matières premières qui arrivent sur le port et qu'il faut ensuite distribuer sur le reste du territoire et le reste de l'Europe. Bon, finalement, c'est la logistique qui est venue à Saint-Martin
Parce que si vous regardez une carte, vous mettez Lyon, l'Espagne, l'Italie, bon, on est au milieu, nous, là. Hein. On a la voie express, bon, on était relativement placés, 30 000 m², 3 hectares en bâtiment, pour moi, c'était extraordinaire, alors que maintenant, les derniers, c'est 140 000 m². Donc, on a fait à 3 ou 4 personnes, parce qu'on n'avait pas de cabinet. On a fait une zone industrielle qui est une des plus importantes en logistique du sud de la France. Le bétonnage, et ça encore, c'est à la fois l'inconscience, la négligence et je dirais, la perversité politique qui fait qu'on va sacrifier un territoire pour ériger des entrepôts, et puis tant pis si la population s'étouffe avec les particules fines et s'il y a des milliers de camions qui passent, tant pis si les terres agricoles qui étaient un patrimoine exceptionnel sont sacrifiés, mais on érige dans entrepôts, lesquels entrepôts sont parfois classés en Céveso. C'est-à-dire que le moindre problème peut déclencher une catastrophe. Mais ce n'est pas grave, parce que ça génère de l'argent pour la région, la communauté de communes, les taxes de ci, les taxes de ça, et ça permet aux élus, qu'ils soient municipaux, régionaux, tout ce que vous voulez, de faire des choses qui flattent la population. On fait des magnifiques stades où il n'y a jamais personne parce qu'il n'y a pas la population pour. On va faire des trucs, mais c'est valorisant, ils se prennent tous pour des bâtisseurs. Je vous dis, le problème, c'est qu'il faut du stockage et vous avez des ports qui sont sortis il y a 10 ou 15 ans dans le sud-est asiatique, là-bas, qui sont 10 fois, 20 fois plus importants que Fos. Mais eux, ils ne se sont pas posé de problème. Hein. S'il y avait une moutarde canepetière ou un gagakata au milieu, ils ont fait leur truc et puis voilà. Sauf que nous, c'est un peu ce qui s'est passé il y a 40 ans chez nous. Et maintenant, c'est fini, mais moi, je trouve que c'est correct. Hein. Et maintenant, on se rend compte que la justice administrative commence à avoir une oreille et un regard intéressé par tout ce qui peut être cette cause écologique et que c'est pas n'importe quoi. Les zones, elles sont tellement immenses, notre territoire, que c'est epsilon, je veux dire, c'est pas... Les surfaces agricoles et les prairies se trouvent coincées entre l'urbanisation et les espaces protégés. De ce fait, lorsqu'on a du grignotage lié à l'urbanisation ou on va dire à l'industrialisation des terres, on n'a plus vraiment d'espace pour s'agrandir. Jusqu'à maintenant, le facteur limitant, c'était l'eau. Aujourd'hui, même si on maintient nos dotations en eau, on va aller vers des problèmes d'espace foncière pour pouvoir créer des prairies. Et comme on n'a plus trop de surface pour s'agrandir, à l'avenir, on peut présager qu'on va arriver à un point de rupture avec la nappe phréatique parce qu'on aura moins d'apports et plus de prélèvements. On ne peut pas délivrer des permis de construire dans des zones qui sont des zones protégées. On ne peut pas construire des entrepôts sans avoir au préalable fait toutes les analyses nécessaires pour limiter les impacts de ces entrepôts, de ces constructions. Donc aujourd'hui, on a un équilibre qui est assez compliqué à trouver entre la nécessité de préserver ce territoire et puis le développement qui est quand même assez difficile à empêcher et à limiter. Fos, le port autonome, c'est l'État, il va bien falloir un jour qu'il bouge. Il a 8000 hectares derrière, là. Et un jour, il dira, ben non, l'État prendra une décision. Ou le port de Fos, on l'arrête, et ça, je ne pense pas que ce soit n'importe quel gouvernement qui est. Maintenant, c'est ces problèmes d'écologie autour. Mais Saint-Martin, elle se suffit amplement à ce qu'elle a. Je ne pense pas que le maire actuel veuille étendre Saint-Martin. Alors le principe de la compensation écologique, c'est que dans le cadre des aménagements qui sont programmés par des aménageurs, que ce soit des aménagements de routes, d'autoroutes, de voies ferrées, de plateformes logistiques, de barrages, etc. Donc ces aménageurs doivent réaliser une étude d'impact. Et l'objet de cette étude d'impact, c'est d'évaluer
les impacts potentiels que leur projet va avoir sur les milieux naturels. Et pour donc réaliser cette étude d'impact, ils mettent en place ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Et puis si, malgré l'évitement, la réduction, il demeure ce qu'on appelle des impacts résiduels, alors typiquement c'est un impact résiduel, par exemple la destruction d'une espèce protégée, eh bien on doit mettre en œuvre des mesures compensatoires. Et donc le principe de la compensation, c'est de mettre en place une action qui va être favorable pour l'espèce, l'habitat qui a été impacté, et qui va générer une plus-value écologique qui va venir contrebalancer l'impact négatif par une action positive. C'est surtout l'accro qui n'est pas en réserve, qui là, à chaque fois, c'est relativement compliqué chaque fois qu'il y a des atteintes, il faut trouver des mesures de compensation, sachant que c'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, de compenser des zones de steppe qui seraient consommées. Dès l'instant où un aménageur doit compenser vis-à-vis de ces espèces, eh bien, soit il cherche un terrain sur lequel il va pouvoir engager une action de réhabilitation, de reconquête de biodiversité, première hypothèse, soit il vient, au travers d'une contractualisation, acheter ce que l'on appelle des unités de compensation du site naturel de compensation de Cossuire. Dans le cadre de la séquence que l'on dit éviter, réduire, compenser, les opérateurs ont toujours préféré la compensation à l'évitement, mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour le foin de croc AOC ou que ce soit pour le pâturage Coussoul en espace naturel, les compensations ne sont plus possibles. Et donc il va falloir se résoudre à être beaucoup plus intelligent et aller chercher les terrains sur lesquels implanter les nouvelles activités en étant extrêmement avare sur le foncier, aller le chercher ailleurs que sur ces espaces-là. Ils ont prévu sur l'ensemble du territoire du Pays d'Arles, je crois, dans les 400 hectares de zone industrielle sur l'ensemble du Pays d'Arles, qui représente le tiers du département des Bouches-du-Rhône. Là-dessus, il y a 60 hectares prévus sur Saint-Martin d'agrandissement. Le problème, c'est que dans le SCOT, ils ont prévu, en gros, 20 000 emplois nouveaux dans les 20 ans à venir et 20 000 habitants en plus. Les 20 000 habitants dans le Pays d'Arles, je n'y crois pas. Nous, on s'est battu pour faire une des plus grandes zones de logistique de France ou du Sud. On a 2000 personnes qui travaillent, c'est pas 20 000. Donc c'est irréaliste d'avoir mis 20 000. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Que si c'était aujourd'hui, et si j'avais la même volonté de les faire, je ne pourrais plus les faire. On a créé 2000 2500 emplois, on ne pourrait plus les créer. Et il y a des gens qui ont envie de manger, qui n'ont rien à manger. Donc il faut en tenir compte aussi. FNE a pris une position et même a sollicité de l'État, du préfet, qu'il y ait un schéma directeur de la logistique qui se fasse sur le secteur de l'accro. Sachant que, par ailleurs, les grandes unités industrielles de ce territoire, comme le port de Fos, comme la base militaire d'Istres, comme les terrains ferroviaires sur Miramas, recèlent des capacités d'accueil inexplorées, inexploitées encore actuellement, que l'on pourrait mobiliser. C'est pour ça que Agir pour l'accro, Nasica, FNE, sous la houlette de FNE, se rassemblent et on est tout le temps en train d'agiter les sonnettes d'alarme pour dire attention, là, il ne faut pas faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'entrepôt du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester, comme on nous le reproche souvent, éclairez-vous à la bougie. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir un développement cohérent, un développement responsable pour qu'il y ait une durabilité. Parce que le développement durable, dont on nous balance en permanence le vocable, il faut que ça ait un sens. Le sens, c'est ça. Le sens, c'est qu'on est responsable de cette terre. Et pour la faire vivre le plus longtemps possible et pour y vivre le plus longtemps possible et le mieux possible, il faut que nous, on sache faire ami-ami avec elle et
être compatible avec son évolution. Voilà l'objectif d'Agir pour l'accro, de NASICA et de toutes les associations qui se battent au quotidien, parce que je dis bien c'est au quotidien, pour que l'irresponsabilité ne prenne pas le pouvoir.